Et nous sommes donc toujours en direct du World AI Cannes Festival pour les AI Talks by Côte d'Azur France Terre d'IA en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Nouveau rendez-vous, nouvelle table ronde. On va parler de l'empreinte carbone, de l'entraînement des modèles IA et on va en parler avec nos 3 nouveaux experts. Il s'agit de Frédéric Ferzin qui est le cofondateur d'Azur IA. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Également avec nous Benoît Miramont qui est professeur, qui est chair au 3IA Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Et puis Lionel Belnet, directeur marketing produit IoT chez ARM. Bonjour Lionel. Bonjour. Je n'ai pas écorché le nom de l'entreprise. Non. Bon, tout va bien. Alors c'est un enjeu, le grand public ne s'en doute pas, mais éduquer, apprendre à une intelligence artificielle, c'est extrêmement consommateur. Est-ce que tout d'abord, Frédéric, vous pouvez nous faire un état des lieux? En fait, l'idée de cette table ronde est partie d'une analyse du MIT qui a évalué un entraînement de GPT-2. Donc c'est 1 milliard de paramètres, donc déjà 100 fois moins que GPT-3 dont on parle beaucoup en ce moment, à près de 300 tonnes de carbone, ce qui revient à l'utilisation sur toute la durée de vie de 5 voitures américaines. Donc ça c'est un état factuel. Ensuite il faut regarder ça de manière plus globale, comme on le fait sur Azur IA, et mesurer aussi les bénéfices liés aux IA qu'on développe. Donc c'est cette approche-là qui est importante de faire une globalité entre le négatif de l'entraînement et le positif de ce qu'apportent les applications. Est-ce que vous, Benoît, qui êtes professeur à l'Université Côte d'Azur, vous faites le même état des lieux? Oui, effectivement, l'utilisation aujourd'hui de l'IA pose vraiment des questions éthiques aussi sur l'utilisation du quotidien, parce que c'est vrai que lorsqu'on est même data scientist, on n'a pas forcément une vision directe, transparente en fait de la consommation d'énergie qui va être faite à distance dans des serveurs de calcul qui ne sont pas forcément visibles et accessibles directement sous les yeux du développeur du domaine de l'IA. Donc ça pose de vraies questions. Et c'est vrai que en fait les chiffres sont assez astronomiques. On parle en fait déjà d'une part sur la consommation globale du numérique qui est quand même déjà très importante en ce qui concerne uniquement l'entraînement. On parle en fait déjà de consommation équivalente à de petits pays sur l'ensemble de cette utilisation aujourd'hui de l'IA au niveau de l'entraînement. Lionel, c'est une thématique sur laquelle vous travaillez dans votre entreprise? Alors ARM, par essence, est une entreprise qui est née du monde mobile, donc qui est très focalisée sur la consommation. Nous, on est aussi beaucoup dans la partie, on va dire, décision, dans la partie inférence du modèle IA. Donc lorsqu'on regarde l'IA, il y a vraiment une partie training, entraînement, et puis il y a une partie aussi déploiement et décision. Et de ce point de vue-là, on a vraiment fait beaucoup d'efforts pour améliorer aussi la consommation de l'IA au niveau de l'inférence en propageant le plus proche possible des data la décision, donc en limitant après l'usage du réseau, en limitant l'usage des serveurs, même s'il y a aussi beaucoup à faire au niveau du serveur. Et c'est un sujet sur lequel on travaille énormément, et en regardant vraiment l'aspect global de la consommation IA, de l'entraînement jusqu'à l'inférence. Frédéric, pour faire le bilan carbone, vous l'avez dit rapidement, mais vous avez peut-être un exemple, un cas concret. Il faut faire donc le bilan entre ce que vous coûtez en énergie, ce que vous utilisez en énergie, mais l'apport des services que crée cette IA. Oui, exactement. C'est pour ça que nous sommes spécialisés essentiellement dans des solutions de surveillance et de protection de l'environnement. Donc typiquement la détection précoce d'incendie ou la détection de pollution en mer. Et donc ce qui nous permet au final, même si nos développements ont un impact carbone négatif, au final d'avoir un bilan positif grâce aux applications qu'on développe. Un exemple, par exemple, sur les feux détectés rapidement? Alors, c'est des évaluations effectivement qui sont compliquées parce qu'on ne sait pas ce qui serait arrivé si le feu n'avait pas été détecté. Oui. Donc en fait, c'est que des extrapolations par rapport à des statistiques en fonction des conditions de vent, de l'environnement, etc. quoi. Mais si une IA détecte un feu rapidement, en gros, on intervient plus vite et on évite un désastre avec un bilan carbone. Benoît, vous êtes d'accord? Oui, c'est effectivement, il faut mettre dans la balance, en fait, contrebalancer ce coût de l'apprentissage qui est de fait, comme je le disais tout à l'heure, relativement invisible pour l'utilisateur final, et le gain qu'on va avoir avec l'application de l'IA qui peut effectivement aider à améliorer la gestion de l'environnement, l'observation en fait de l'environnement.
Donc les deux sont à mettre dans la balance. La question aujourd'hui est de savoir si on peut effectivement améliorer la phase qui est aujourd'hui relativement invisible pour l'utilisateur final. Frédéric, vous vouliez compléter ? Alors, Frédéric. Pardon, Non, mais c'est Lionel, vous vouliez Non, mais compléter, excusez-moi. c'est un point qui est important. Il faut pas oublier vraiment les bénéfices. C'est-à-dire qu'un usage vraiment qui se déploie actuellement énormément, c'est l'optimisation de notre consommation d'énergie, l'optimisation du réseau global énergétique. Et il y a des gains très très significatifs qui peuvent être faits. Donc il y a un gain direct, immédiat quand même à l'utilisation de l'IA. Alors Benoît, vous étudiez aussi les méthodes d'apprentissage que vous comparez au fonctionnement du cerveau. Oui, alors forcément, lorsque on voit la prolifération aujourd'hui de l'IA, c'est formidable capacité. C'est aussi, je pense, le bon moment pour se poser la question sur notre propre manière d'apprendre. Donc confronter l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. Donc on a aujourd'hui assez de recul pour comprendre un certain nombre de mécanismes. On sait très bien que l'enfant va apprendre sur un temps beaucoup plus long évidemment que l'intelligence artificielle aujourd'hui, puisqu'il faudra des années pour que l'intelligence se développe chez l'enfant. En revanche, le cerveau, on sait qu'il consomme aujourd'hui, la consommation estimée du cerveau est d'une 20aine de watts, même si c'est pas exactement la même consommation, puisque c'est essentiellement du sucre et de l'ATP qui est consommé par le cerveau. C'est l'activité électrique qui conduit à ces 20 watts, alors qu'aujourd'hui, la plupart des calculateurs type GPU vont plutôt être autour de 400 watts. Pour une capacité intelligente relativement limitée par rapport à celle du cerveau, ne serait-ce que par un enfant de 6 ans. Donc voilà, ce qui est étudié au niveau du 3IA Côte d'Azur dans le cadre de ma chaire, c'est d'étudier ces mécanismes qui sont présents au niveau des neurones biologiques, savoir si on peut les modéliser et ensuite les transposer dans une intelligence artificielle plus proche du fonctionnement de la biologie, et avec cet objectif d'être plus économe en termes énergétiques. Vous en êtes où là dans les recherches, bientôt à la modélisation ? On a déjà fait en fait quelques prototypes même au niveau électronique sur des mécanismes d'apprentissage qui sont vraiment basés sur les principes fondamentaux qui sont à la base du cerveau, donc à savoir la plasticité synaptique. Donc c'est cette capacité qu'a le cerveau à renforcer les poids de ces connexions entre neurones uniquement de manière tout à fait locale. C'est ça qui va créer la différence par rapport à l'apprentissage dit de la rétropropagation du gradient aujourd'hui en IA standard. C'est que l'IA standard utilise une erreur générale à une observation complète du réseau et doit modifier le réseau sur sa globalité, alors qu'en biologie, en fait, c'est simplement un calcul. En tout cas, on peut le modéliser comme un calcul purement local, c'est-à-dire présent entre deux neurones. C'est ça qui va, en théorie, permettre de réduire la consommation d'énergie. Et on a déjà fait quelques publications dans le cadre de l'apprentissage multimodal non supervisé. Donc, à la manière dont un enfant pourrait apprendre en fait les chiffres par une prononciation de ces chiffres, la représentation écrite et la manière dont il le représente sur ses doigts. Quelles sont les solutions pour vous, Frédéric ? C'est un peu sur le principe justement de ce dont parlait Benoît, c'est l'idée de ne pas réentraîner complètement des réseaux neuronaux à chaque cas d'usage. Donc on a développé, financé en partie par une bourse French Tech Emergence de la BPI, une solution à base de réseaux non supervisés qui permet de générer un backbone qui en plus traite l'imagerie multispectrale, ce qui nous intéresse dans nos cas d'usage, de manière agnostique, donc les bandes spectrales en plus de la dimension spatiale. Et ce gros réseau entraîné sur des datasets différents nous permet, grâce à un transfer learning, un apprentissage très court, très peu de données, ce qu'on appelle frugal, de réentraîner notre solution sur un nouveau cas d'usage sans avoir besoin d'utiliser des gros data centers pour entraîner complètement le réseau. Donc c'est une des options. Et bien sûr, nous, on introduit aussi des outils pendant l'apprentissage pour sensibiliser nos développeurs à l'impact de l'IA pendant l'apprentissage. Et ce qui permet du coup de voir en temps réel l'impact et en limitant aussi les ressources, ce qui oblige nos développeurs à être intelligents et à trouver des solutions qui soient pertinentes et compatibles de l'embarquer, vu qu'au niveau inférence on n'utilise que des cartes de faible consommation, donc ça nous oblige à être pertinent dès l'entraînement et de choisir des architectures compatibles de ces architectures-là. Justement, vous évoquez le rôle des développeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de sensibilisation, notamment dans les écoles de codage ?
Oui, c'est un peu le principe de la société de consommation. Aujourd'hui, quand on met à disposition des développeurs un gros data center avec des outils d'hyperparamétrisation, les gens ont tendance à à hyperparamétrer complètement l'apprentissage et à lancer sur plusieurs jours sans se poser le stylo et réfléchir aux paramètres importants pour le cas d'usage et utiliser avec parcimonie ces outils-là. Donc le fait d'introduire dans leur code un indicateur d'impact CO2 et un outil de sensibilisation qui peut les aider à réfléchir et dès le développement à avoir des approches et des processus d'entraînement beaucoup moins impactantes. Lionel, quelles sont les solutions côté matériel pour limiter l'empreinte carbone de l'entraînement ? Alors, il y a beaucoup de solutions différentes. Je pense qu'il est important de comprendre en plus que même pour le fournisseur, faire baisser sa consommation, c'est aussi un coût financier pour lui, un bénéfice financier, parce que lorsque vous avez 1 watt qui est consommé pour le calcul, vous avez 3 watts qui est autour pour refroidir juste les machines, donc c'est vraiment un enjeu important. Et donc le plus on peut faire baisser cette consommation, en plus on a un effet d'échelle qui est important. Et on peut vraiment jouer sur plusieurs aspects. Il y a dans le calcul, la plupart du calcul est fait sur des gros GPU à l'heure actuelle. Et les partenaires essaient d'améliorer l'efficacité de ces GPU. Mais bon, on se retrouve à la limite un peu quelquefois de ce que les technologies maintenant nous permettent de faire. Mais tout autour, il y a aussi une infrastructure qui consomme à peu près 30% juste pour fournir les datas, juste pour contrôler tout ça. Et là-dessus, il y a beaucoup de gains qu'on peut faire en passant sur de nouvelles architectures, en passant sur des plus basses consommations. Et on voit aussi apparaître, si vous regardez autour, il faut faire confiance aussi à l'innovation. On a pas mal de nouvelles sociétés qui proposent de nouvelles architectures, qui proposent de nouvelles architectures hardware qui sont plus efficaces, qui sont vraiment dédiées à l'usage de l'apprentissage. Il y a vraiment le challenge de la programmation, comment on facilite la programmation, comment vraiment on tire le maximum de performance et d'efficacité. Mais vous verrez autour ici des partenaires qui ont des solutions plus efficaces, qui ont des solutions dédiées. Et lorsqu'on dédie une solution, en général, on est plus efficace pour la même tâche. Benoît, Lionel, est-ce qu'on peut peut-être développer de l'apprentissage online ? Ça va justement dans la démarche que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment, quand on s'inspire du cerveau, le cerveau ne s'arrête pas d'apprendre à un moment donné pour être simplement en phase d'utilisation de son acquis. L'apprentissage est tout au long de la vie, donc l'apprentissage online, ça consiste justement à intégrer également la phase d'apprentissage sur le dispositif lui-même. Les exemples dont on a parlé tout à l'heure, un satellite, un véhicule, un robot tout simplement. Je vois le robot Henson là-bas devant moi. Il y a forcément des vocations à faire en sorte que le système s'adapte à son environnement. Donc intégrer aujourd'hui l'apprentissage directement sur le système autonome, c'est un défi qui n'a pas encore été résolu. Il y a des pistes pour ça. Mais il faudrait déjà en fait développer des algorithmes qui soient beaucoup plus économes au niveau énergétique. Lionel ? Oui, nous c'est des essais qu'on a fait. On va déployer deux réseaux en parallèle, avec un réseau vraiment optimisé qui est là pour prendre la décision, et puis un réseau à côté qui va récupérer les informations et s'entraîner lui-même. Il faut aussi voir que souvent dans nos devices, comme un smartphone, il est en veille une grosse partie du temps, et donc on peut utiliser ce temps-là en fait pour s'entraîner localement au moment où on n'a pas besoin d'autre chose pour et de la fonctionnalité. Donc les solutions existent, il faut du temps pour les déployer, il faut du temps pour les mettre en place, mais elles arrivent. Je vais vous inviter chacun à conclure ce rendez-vous. Benoît, tout d'abord. Alors, je pense qu'il y a un volet effectivement formation qui est à tenir, dont il faut tenir compte. Bon, je suis moi-même professeur également à l'école Polytech Nice-Sophia, donc dans lequel il y a des formations dans le domaine de l'IA, et notamment on essaye d'éduquer aussi les élèves ingénieurs à être sensibles à cette question de la transition écologique, donc leur faire comprendre aussi les enjeux d'avoir une démarche d'innovation, mais qui soit respectueuse effectivement de l'environnement. Donc cette dimension-là, elle est importante, à savoir de leur faire comprendre également que il faut apprendre évidemment tous les outils, toutes les méthodes de l'IA aujourd'hui, mais également les sensibiliser à comprendre en fait les répercussions, l'impact typiquement carbone que peut avoir cette utilisation. Donc changer certainement un peu la manière de faire, où aujourd'hui on a trop tendance à vouloir entraîner toujours de plus gros réseaux et plutôt avoir tendance à réutiliser ce qui a déjà été appris, ou quand il y a besoin de réapprendre, en tout cas de considérer des réseaux de plus petite taille.
Frédéric, votre conclusion sur l'empreinte carbone de l'entraînement des modèles IA? Alors moi déjà, je tiens à remercier la MIA et le département 06 d'avoir accepté ce sujet à la table ronde, qui est un sujet un peu Technique, qui est important. très rarement traité, parce que ça gêne beaucoup de personnes forcément. Et donc je pense que il faut une vraie prise de conscience collective, typiquement au travers des challenges. Aujourd'hui, la plupart des challenges IA, ils se limitent à évaluer les performances, les métriques d'IA. Je pense que ce serait une bonne chose de rajouter dans ces challenges des métriques d'impact carbone des IA qui sont utilisées pour remporter ces challenges. Et voilà, c'est des petites idées comme ça qui feront évoluer les consciences, qui sensibiliseront et qui feront que demain l'IA sera encore plus utile pour la planète et pour ses occupants. Et surtout parler de ce sujet. Exactement. Lionel, à vous de conclure cette table. Ouais, je vais conclure sur le même principe. Je crois qu'il y a une grosse question d'éducation, d'information, pour que les personnes réalisent réellement quel est le coût, quel est le bénéfice aussi, parce que je pense qu'il faut vraiment garder en tête le bénéfice. Et c'est ce qui va amener à de l'innovation, c'est ce qui va amener les industriels à proposer d'autres solutions, si les gens le demandent, si les gens sont conscients de ce qui peut être fait. Voilà, on reste donc optimiste. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce IA Talk by Côte d'Azur France Terre d'IA. Frédéric Ferzin, cofondateur donc de Azuria, Benoît Mirabon, professeur donc de l'Université Côte d'Azur, et Lionel Belnet, directeur marketing produit IoT chez ARM. Merci à tous les trois. Merci. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'IA Talk. Merci à toutes et à tous.